audience members, thank you very much for being here. I am Veronica Kitchen from the University of Waterloo, and I will be chairing and acting as a discussant on this panel. Eric Tanguay, unfortunately, was not able to be here today. And so we have three very interesting papers today. If you're looking at your schedule, the paper on governing mixed migration through rationalization and ambiguity is not to be presented today, but we have the three other papers. Guy, voulez-vous commencer? Aucun problème. 20 minutes? Si. Ok, yes. Yes. Et bonsoir à tous et à toutes. Et mon nom est Guy J.R. Je suis doctorant en sciences politiques. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les résultats de mon travail de recherche dans le cadre du congrès de 2023 organisé par l'Association canadienne de sciences politiques. Mon sujet de recherche est le suivant: la migration forcée des pays du Sud vers le Nord, une remise en question de la gestion de l'espace terrestre. Pour mener à point ce sujet, j'ai utilisé à la fois la méthode qualitative et quantitative, en me concentrant sur la migration de deux pays, Haïti et le Salvador, en considérant les événements les plus pertinents pendant le commencement du XXIe siècle. Bien. Maintenant, parlons un peu des antécédents de la migration internationale. Durant les dernières décennies du XXe siècle jusqu'à date, le monde a connu une vague de migration internationale sans précédent. Et selon les Nations Unies, le terme migrants internationaux se définit comme la circulation des personnes à travers les frontières pour résider de façon permanente ou temporaire dans un pays autre que le pays de naissance ou de citoyenneté. Dans cette perspective, les Nations Unies estiment qu'en 2013, environ 232 millions de personnes vivaient en dehors de leur pays de naissance ou de citoyenneté. Donc, par rapport aux différents problèmes auxquels sont confrontés les pays, principalement les pays du Sud, le nombre de migrants internationaux augmente d'année en année. Alors, comparativement à l'année 2013, en 2020, le nombre de migrants internationaux était estimé à environ 281 millions dans le monde, dont près des 2 tiers étaient des travailleurs migrants. Et ce chiffre continue à représenter une très faible proportion de la population mondiale, soit 3,6%. Ce qui signifie que la majorité des personnes vivaient dans leur pays de naissance ou de citoyenneté, soit 96,4%. Alors, toujours en 2020, le nombre de migrants internationaux était inférieur à environ de 2 millions de ceux qui devraient être par rapport à la pandémie du coronavirus. Cependant, en 2021, le nombre de migrants internationaux a augmenté, surtout avec la réouverture des frontières et la reprise des activités économiques. En 2022, le nombre d'immigrants internationaux continue à augmenter, et surtout avec l'invasion de la Russie contre l'Ukraine. Maintenant, parmi les causes de la migration internationale, on trouve la guerre, les crises économiques, politiques, sociales, sanitaires, catastrophes naturelles et autres. Maintenant, en toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc la migration internationale ne fait d'exception à cette règle. Et parlons des avantages de la migration internationale. La migration internationale joue un rôle prépondérant dans le développement des pays, tant sur le plan social qu'économique. Dans cette perspective, la Banque mondiale a indiqué que les migrants internationaux contribuent à environ 3 000 millions de dollars, soit en moyenne 7% du PIB des pays développés. Des transferts financiers de 180 000 millions de dollars par an. Bien. Maintenant, parlons des bénéfices pour les pays développés. La force de travail des migrants internationaux permet aux pays développés d'accroître leur économie. Et sur le plan démographique, cela les aide également, car beaucoup de personnes dans des pays
et développés ne veulent pas enfanter. Maintenant, pour les inconvénients, et très souvent, les migrants internationaux se trouvent dans des difficultés, surtout ceux qui se déplacent de manière irrégulière. Et au cours des routes, on les viole, on viole leurs argent et parfois ils sont morts. Ceux qui ont de la chance pour arriver au pays de destination et ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de documents de travail. Ceux qui travaillent de manière clandestine sont souvent abusés par certains employeurs. Donc, pour les pays récepteurs des immigrants, beaucoup d'entre eux n'ont pas un plan migratoire bien défini. Ceux qui en ont ne sont pas prêts pour recevoir autant d'immigrants internationaux. Donc, cela crée de la xénophobie, du racisme, du chômage et autres. Bien, comme j'avais déjà dit auparavant, le cas choisi dans le cadre de ce sujet, c'est la migration d'Haïti et le Salvador. Parlons un peu d'Haïti. Ce pays est situé dans la Caraïbe. Haïti a une superficie de 27 750 km². C'est la première république noire indépendante au monde et le deuxième pays indépendant de l'Amérique latine, de l'Amérique après les États-Unis d'Amérique. En 2020, la population haïtienne était estimée à environ 11 400 000 habitants. Et l'espérance de vie des Haïtiens est de 64 ans. Selon l'UNESCO, le taux d'alphabétisation en Haïti est de 53,16% en 2021. Bien. Et en matière de pauvreté, la situation d'Haïti va de mal en pire. Le pays souffre d'une crise politique endémique qui l'empêche de se développer tant sur le plan social qu'économique. En 2021, Haïti avait un coefficient GNI par habitant de 1 420 $ américains, le plus bas de la région de l'Amérique latine, qui était en moyenne de 15 092 $ américains. Selon l'indice de développement humain de l'ONU, Haïti est placé 163 sur 191 pays en 2020. Maintenant, le flux migratoire des Haïtiens, contexte historique. Après l'indépendance d'Haïti, les dirigeants haïtiens ne pouvaient pas mettre le pays sur le chemin du développement. Ils n'avaient pas renoncé à certaines pratiques coloniales. Il n'y avait pas un plan bien déterminé pour faire fonctionner l'économie du pays. D'abord, et la tendance de l'économie agraire fondée sur l'agro-exportation ne fut pas remise en question au cours du 19e siècle. Ensuite, sous la pression des autorités françaises, l'État haïtien était obligé de payer une somme exorbitante en vue de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Tout ceci contribuait à la pauvreté en Haïti, ce qui va être débouché sur la vague migratoire des Haïtiens vers les pays étrangers. Bien. Et occupation américaine 1915-1934, un nouveau flux migratoire. Dans l'analyse des causes de l'émigration haïtienne, il est important de tenir compte de l'occupation américaine, car durant cette période, la vie du peuple haïtien, en particulier les paysans, était bouleversée. Ces derniers subissaient toutes sortes de mauvais traitements, le travail forcé, l'abus du pouvoir, l'expropriation et autres. En ce qui concerne l'expropriation, la réforme agraire que les occupants américains et le gouvernement haïtien de l'époque voulaient faire a causé le départ pour l'étranger d'une partie des 20 000 paysans expulsés de leurs terres. La première vague migratoire haïtienne se dirigeait vers Cuba pour aller travailler dans l'agriculture, principalement dans la canne à sucre. Le régime duvalieriste, une nouvelle ère d'émigration. De 1957 à 1986, l'État haïtien était dirigé par un régime dictatorial allant de père en fils. Durant cette époque, le peuple haïtien était marginalisé. Il vivait dans la misère et la paix régnait partout. En ce sens, une bonne partie des secteurs de la population haïtienne optaient pour l'émigration. Cette fois-ci, cette vague migratoire se dirigeait
vers l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis d'Amérique et le Canada. En Europe, à un degré moindre, et la France en particulier. Bien, la période post-duvalériste, une instabilité politique conduisant à un phénomène migratoire international structurel. Après la chute de Jean-Claude Duvalier, le pays aspirait à une stabilité politique. On pensait qu'on allait avoir un gouvernement élu qui pourrait mettre le pays sur le chemin du développement. Cependant, les dirigeants haïtiens n'arrivaient pas à le faire. À cause de la crise économique, ou du moins à cause de la continuité de la crise politique, un bon nombre d'Haïtiens optaient de quitter le pays. Bien. Alors, les phénomènes migratoires et haïtiens a handicapé le développement du pays, car beaucoup de jeunes qualifiés qui ont de la capacité et qui ont la force de travail, la capacité intellectuelle, la rigueur, l'engouement pour les activités politiques et sociales ont quitté le pays. En ce sens, on ne peut pas avoir du développement. Cependant, il faut souligner que, du point de vue économique, la diaspora haïtienne a beaucoup aidé